Bonjour, aujourd'hui nous recevons Claude Grison. Bonjour, Bonjour madame, soyez la bienvenue. merci beaucoup de votre invitation. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens que nous faisons toutes les semaines le mardi depuis 5 ans. Voilà, donc vous êtes chimiste, vous avez 53 ans, vous êtes originaire de Verdun et vous êtes à Montpellier depuis 15 ans. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous avez une dizaine de prix et dernièrement vous avez reçu le prix de l'inventeur européen 2022 dans la catégorie recherche. Donc on vous a décerné ce prix il y a quelques jours à Munich par l'Office européen des brevets. Tout à fait. Si je dis des bêtises, hein, vous m'arrêtez. Hein. Ah, oui, alors j'aimerais bien avoir 53 ans, malheureusement ça n'est plus le cas. Mais, Ah ah, j'ai dit une première bêtise alors. mais c'est pas grave, c'est pas dramatique. Bon. Donc c'est la première fois en France, vous m'avez dit, que quelqu'un a eu ce prix. Alors je crois, je ne peux pas vérifier, je ne connaissais pas forcément très très bien ce prix avant qu'il me soit attribué, mais j'ai cette impression. Il me semble que 2 Français ont été au moins nominés il y a quelques années. Donc votre découverte, c'est la dépollution par les plantes, pour faire court. Oui, ou plus exactement même leur valorisation économique. La valorisation économique de technologies basées sur l'usage de plantes pour dépolluer soit le sol, soit l'eau. D'accord. Donc vous avez été récompensé pour ces méthodes d'utilisation de plantes qui permettent donc d'extraire des éléments métalliques d'un sol pollué et d'utiliser des éco-catalyseurs pour créer de nouvelles molécules pour l'industrie. Donc voilà. Est-ce que c'est résumé un petit peu votre... Oui, tout à fait. Voilà, la première chose, le premier point a été de montrer qu'on pouvait effectivement dépolluer des sites industriels, soit au niveau du sol et de l'eau, par des technologies uniquement basées sur des solutions fondées sur la nature. Donc l'usage de plantes très spécifiques qui vont pouvoir séquestrer ces polluants. Donc le montrer à grande échelle, déjà, c'était le premier objectif. Et très vite, on se rend compte que ces technologies ne peuvent être transférées vers le milieu industriel que si on est capable de leur conférer de la valeur. Une valeur économique est essentielle en fait pour que ces solutions soient déployées à grande échelle. Voilà, donc à côté de ça, vous aimez le piano, les sports de nature, le cyclisme et la course à pied. Voilà, donc avant de vous poser quelques questions, je vais revenir sur la une du 995. Et donc c'est un peu sur les faits divers qui se bousculent. Coup d'État en interne, à la mairie, l'été est haute, et nous avons titré Sultan raciste. Il répond, ils ont décidé de me salir. Donc Sultan, c'est un professeur de médecine qui était dans l'équipe du maire actuel et qui a été mis à l'écart, et c'est une espèce de règlement de compte. Voilà, ensuite on revient sur l'absence de services d'urgence dans les déserts médicaux, une étude sur l'Occitanie. Objectif 2026 qui se profile pour prendre la place de Michael Delafosse. On revient sur à la mairie des burn-out en série. Et NUPES, cooptation des attachés parlementaires. Voilà quelques titres. Claude Grison. Donc vous avez été prix de l'inventeur européen en 2022. C'est quoi le rôle positif au niveau environnemental? Alors la reconnaissance de ces solutions écologiques pour restaurer un sol ou dépolluer une eau par des plantes récompensées par cet Office européen des brevets, en fait c'est quelque chose qui est très important. Je pense que c'est un organisme qui a souvent l'habitude de mettre en avant des technologies plus conventionnelles. Un de mes collègues nominés travaille chez Airbus. Je pense que c'est plus dans la tradition de l'Office européen des brevets, ou récompenser des résultats dans le domaine de la santé. Donc je pense que c'est une première de récompenser un programme qui prend naissance vraiment au niveau de l'écologie scientifique. Donc c'est un très bel encouragement pour la discipline, puisque c'est quand même un organisme prestigieux dans le domaine de la recherche et de l'industrie. Vous n'avez pas été reçu à l'Élysée? Non, je n'ai pas été reçue. Vous avez été félicité par qui? Par le Premier ministre? Par le ministre de la Recherche ou de l'économie, je ne sais pas? J'ai été, ou de l'écologie?
Je n'ai pas reçu de message particulier, mais certains élus m'ont écrit directement, Le beaucoup de maire de collègues. Montpellier vous a félicité? Non, je n'ai pas reçu de message de sa part. Bon, alors vous parlez beaucoup de modèles économiques. Je Oui. pense que c'est important des modèles économiques parce que bon, il y a beaucoup de. Je vous présentais tout à l'heure à Aimé, notre caméraman, en disant que vous étiez une chercheure qui avait trouvé. Et puis vous avez créé donc 2 startups, dont l'une emploie une quinzaine de personnes et l'autre une dizaine de personnes, et qui mettent en place des modèles économiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. En fait, quand on est chercheur, on peut trouver de belles idées, voire de belles solutions, en particulier dans le domaine de l'écologie scientifique. Là, c'était une première de montrer un petit peu la capacité de certaines plantes à résoudre des problèmes que l'être humain a générés. Et donc, c'est très intéressant, mais ça n'a de sens que si on est capable de les déployer à grande échelle. Le résultat de recherche ne suffit pas. Si on veut vraiment être utile à la société, il faut penser à l'après-recherche. Et donc, très vite se pose la question, en fait, de la crédibilité économique de ce genre de solution. Il ne faut pas qu'elles soient simplement des réussites scientifiques. Et donc, on est bien obligé de penser à une valorisation économique. Quel industriel irait déployer des solutions écologiques à perte? Donc, voilà, très, très vite, on doit se poser la question, comment ces solutions qui émanent des résultats de la recherche peuvent être durables, peuvent être pérennes et déployées à grande échelle. Et donc très très vite, c'est une question que je me suis posée quand j'ai découvert certaines plantes qui sont des merveilles de la nature, capables de séquestrer de la pollution à grande échelle. C'était très intéressant, mais je voulais vite imaginer comment ces solutions pourraient être développées, de façon intense et résoudre des problèmes que nous avons entre les mains à de nombreux endroits, même en France, on n'est pas obligé d'aller très loin pour découvrir des scénarios de pollution. Donc, pour que ces solutions soient viables, il fallait très très vite réfléchir à leur valorisation économique, les rendre rentables, leur donner une valeur économique, mais pas non plus à n'importe quel prix. Il fallait que cette valeur économique ait du sens et soit cohérente avec les efforts écologiques initiaux. C'est-à-dire que cette valorisation économique n'ait pas d'impact sur l'environnement, qu'elle soit tout simplement respectueuse de la nature. Donc c'était un double défi. D'accord. Donc, en fait, pour votre projet là sur le traitement donc des métaux, donc ce qui est très intéressant, c'est que vous allez récupérer donc une matière végétale dans des zones humides, en particulier dans les rivières du sud, où il y a des plantes tropicales envahissantes, et que donc vous partez de ces plantes pour créer une poudre en fait qui va nettoyer un petit peu la pollution. Alors effectivement, c'est un peu ça. C'est un des aspects. La dépollution de l'eau est conçue sur cette base, effectivement. Donc on récolte massivement des espèces exotiques envahissantes qui envahissent nos rivières au sein même de Montpellier, mais plus largement de la région Occitanie et qui sont répandues d'ailleurs sur l'Europe au sens très large du terme. Et donc ces récoltes massives de plantes qui sont devenues indésirables, elles étouffent complètement la vie aquatique, sont transformées chez nous en poudre végétale. Et ce sont ces poudres végétales qui vont nous servir à dépolluer de l'eau. Donc très schématiquement, on introduit cette poudre dans de vastes colonnes, on peut imaginer de façon verticale. On va pomper une eau contaminée, une eau qui vient d'un effluent industriel spécifique. Cette eau polluée va traverser la colonne remplie de poudre végétale. Cette poudre va servir d'éponge à polluants, à métaux. Et en bas de colonne, l'eau est purifiée, peut être rejetée dans l'environnement. Comme d'habitude, notre souhait pour que cette solution ne génère pas un nouveau déchet et une valeur économique, eh bien, cette poudre végétale gorgée de métaux est directement valorisée, transformée en un outil utile pour une nouvelle chimie verte et durable. Donc expliquez-nous en fait ce que vous faites de cette poudre gorgée de métaux. Oui, alors c'est vraiment un élément clé. Donc cette poudre gorgée de métaux, plutôt que d'être imaginée comme un déchet qu'il faut aller, restocker dans des sites de confinement, eh bien, est directement transformée par un traitement très sobre, un traitement thermique contrôlé, en ce qu'on appelle un catalyseur pour la chimie. Bon, ce n'est pas forcément un terme technique, il ne faut pas en avoir peur. Un catalyseur en chimie est vraiment à l'image de ce qu'on qualifie de catalyseur dans la vie quotidienne. Un projet collectif, un petit peu bloqué, qui avance à rien. Il y a tout d'un coup une personne qui a une bonne idée, qui va débloquer le projet, qui va enfin avancer.
En chimie, on est très souvent dans ce scénario. On a beau mélanger des molécules pour en faire des nouvelles, il ne se passe rien. Les molécules ne veulent pas réagir ensemble. Et dès qu'on ajoute un tout petit peu de catalyseur, très souvent métallique, on va permettre à ces réactions de réagir ensemble pour produire de nouvelles molécules à haute valeur ajoutée. Oui. Et donc ces molécules, alors, quoi? Alors ces molécules peuvent avoir des applications diverses. Beaucoup de médicaments sont construits sur cette base. On mélange des molécules simples, on ajoute le catalyseur et on va produire un nouveau médicament. On peut trouver aussi d'autres applications dans le domaine des cosmétiques, des parfums, de la chimie fine. Donc il y a un grand nombre d'applications qui déroulent donc de ces catalyseurs métalliques qui sont pour la première fois d'origine végétale. C'est pourquoi nous avons baptisé ces catalyseurs des éco-catalyseurs, parce qu'ils sont extrêmement différents des catalyseurs métalliques conventionnels, qui eux dérivent de l'extraction minière, avec tout l'impact environnemental qu'on connaît, qui est assez dramatique, puis de la transformation du minerai à travers des opérations métallurgiques, qui elles aussi créent des dommages considérables sur la nature. Donc nous, voilà, ces catalyseurs dérivent des plantes qui permettent de dépolluer. Donc dans la région, il y a énormément de sites pollués, donc il y avait des mines un peu partout, dans les vallées cévenoles, je pense à Saint-Laurent-le-Minier, à Salsigne. Est-ce que des élus sont rentrés en contact avec vous pour... Oui, tout à fait. J'ai rencontré des élus parce qu'à chaque fois, d'ailleurs, c'est, je vais dire, quelque chose qui est important pour moi de me présenter. Dans chaque village où nous sommes intervenus, la première chose, c'est de présenter aux élus et à la population locale pour qu'ils puissent connaître déjà notre démarche, les travaux qu'on réalise et puis qu'ils puissent tout simplement s'approprier ces résultats. Donc on présente toujours nos travaux au début du projet et également en fin de projet. On restitue de façon très ouverte tous les résultats que nous avons obtenus. Et donc on fait de très belles rencontres dans ce genre de situation, que ce soit à Saint-Laurent-le-Minier avec une équipe municipale qui est toujours très ouverte, la population aussi, ou je veux dire dans la vallée de l'Orbiel, où là j'ai eu une chance, en fait, l'ancienne présidente de l'université, et donc une élue de cette vallée, ça permet de se comprendre assez rapidement, et nous avons beaucoup échangé là aussi sur les résultats. Le maire de Saint-Félix de Palière, là, qui est un village au-dessus d'Alès, qui a été très pollué, il vient d'être élu député. Est-ce que son mandat peut être celui de la prise de conscience d'une dépollution? Peut-être, je ne le connais pas particulièrement, mais pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'obligation de trier les déchets? Oui, effectivement, je pense que trier ces déchets, c'est quelque chose d'important et qui s'apparente un petit peu à notre démarche, c'est-à-dire c'est se donner une chance que ces déchets soient valorisables et donc qu'ils sortent de leur statut de déchets. C'est fondamental. Et dans notre technologie, on travaille exactement de la même façon. C'est-à-dire, on ne va pas aller, dépolluer une station d'épuration ou une décharge où malheureusement il y a un mélange de polluants d'origine extrêmement diverse. Là, c'est peine perdue. Leur valorisation sera quasiment impossible. Il faut essayer de travailler le plus en amont possible de la pollution, des déchets générés, pour se donner une chance de les traiter efficacement et d'en faire quelque chose d'utile. Est-ce que vous pourriez intervenir dans des lieux très pollués autour de Montpellier, comme la décharge du Tot, qui est un désastre pour les zones humides des étangs? Est-ce que vos entreprises proposent des systèmes de dépollution? Oui. Alors là, j'y crois pas parce que ça répond malheureusement à ce que je viens d'exposer, c'est-à-dire que là, il y a une concentration de déchets d'origine extrêmement variée, non contrôlée. Donc pour moi, c'est déjà trop tard. On a travaillé on travaille sur des sites qui sont hautement pollués, mais on travaille sur, le plus tôt possible sur l'émission de ces déchets qui ne sont pas mélangés à des déchets d'origine extrêmement variée. Voilà, alors vous avez une autre société là qui s'occupe des moustiques. Oui. Donc vous avez développé une solution bouquet d'odeurs de plantes, Crusoe, c'est ça? C'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, je m'intéresse effectivement au-delà des espèces végétales envahissantes, également aux espèces animales envahissantes. Et nous connaissons tous le problème du moustique tigre, qui est de plus en plus, présent et problématique.
Bon, ils véhiculent quand même, je veux dire, des maladies infectieuses non négligeables qui peuvent être handicapantes. C'est un vrai problème de santé publique. Et donc là aussi, j'ai souhaité développer des travaux de recherche à l'interface de l'écologie et de la chimie. L'écologie, c'est-à-dire mieux comprendre ce fameux moustique tigre, ses particularités, ses facultés d'adaptation, la façon dont il détecte les odeurs, nous-mêmes, mais aussi peut-être des molécules indésirables pour lui. Et puis, une fois que ces efforts ont été réalisés, j'ai réussi à concevoir une nouvelle façon, en fait, de créer, je veux dire, des molécules répulsives de moustique tigre. Je voulais absolument qu'elles soient générées de la façon la plus naturelle possible, sans aucune empreinte environnementale. Et donc là, je me suis lourdement inspirée de ce que les plantes savent si bien faire, c'est produire des bouquets d'odeurs désagréables pour un certain nombre d'insectes. Et donc c'est là encore en comprenant mieux la nature que j'ai pu trouver une solution pour créer l'actif végétal crusoé, donc qui est un excellent répulsif du moustique tigre, de tiques aussi, qui sont invasives ici, et d'autres moustiques qui véhiculent par exemple la malaria. Est-ce qu'il y en a ici des moustiques qui véhiculent la malaria? Non, mais on a souhaité étendre, je veux dire, le potentiel répulsif en fait de ce produit crusoé et voir jusqu'où pouvait aller. Donc il est sensible, il a une action notable sur ces moustiques qui sont plutôt présents en milieu tropical, en Afrique par exemple. On sait qu'on a une action. D'ailleurs, on a vérifié l'activité de notre produit crusoé sur des moustiques tigres d'origine tropicale. Pourquoi? Parce que ce sont des moustiques sauvages, beaucoup plus hétérogènes qu'un moustique développé dans un laboratoire de Montpellier, où ils sont tous un petit peu identiques. Ça, c'était pour éprouver l'efficacité du produit crusoé. Et vous mettez quoi comme type de plante dans ce... Alors en fait, c'est des plantes d'ici ou c'est des plantes... Ce ne sont pas des plantes d'ici, ce sont des plantes qui viennent du milieu tropical, mais qui ont été choisies pour les molécules qu'elles sont capables de générer et pour le bouquet d'odeurs qu'elles nous permettent de générer que déteste le moustique tigre. D'accord. Il y a des plantes en particulier? Oui, alors... peut-être que le grand public ne les connaît pas, mais donc il y a une famille de plantes, il n'y en a pas qu'une, qui permettent de générer ce bouquet d'odeurs. Donc il y en a une dont le nom rappelle un petit peu une certaine odeur, Eucalyptus citriodora, qui est une odeur de citron, pas de la citronnelle, mais ça a quand même une petite odeur de citron qui est assez différente de la citronnelle. Et puis une autre que peut-être certains connaissent, qui est Géranium rosate bourbon. Donc une plante qui est très précieuse dans l'océan Indien, en particulier à La Réunion. D'accord. Que pensez-vous de l'écologie politique? Alors, grosse question, mais moi je préfère me concentrer sur l'écologie scientifique, qui est beaucoup plus mon métier et qui me correspond mieux. Je préfère rester dans une démarche rationnelle, objective, et essayer en toute humilité de mieux comprendre le fonctionnement de la nature pour essayer de la préserver, de temps en temps aussi de la restaurer, et en tous les cas de s'en inspirer pour essayer de développer des pistes de réflexion, mais également d'action par rapport à toutes les activités humaines dommageables pour l'environnement et finalement notre santé. La préfecture, les départements, les régions sont pour vous des partenaires essentiels? Ce sont des partenaires, on ne peut pas ignorer ces partenaires. La région est pour nous, je dirais, un partenaire important. Donc beaucoup de nos programmes de recherche sont financés par la région ou par des projets FEDER, donc mixte région et Europe. Ce sont des partenaires incontournables. On ne peut pas ignorer ce type d'interlocuteurs, qui ont aussi des leviers pour nous aider à progresser qui sont importants. Vous allez rester en France parce qu'on dit souvent que les chercheurs sont embauchés aux États-Unis. Ils sont formés en France, ils trouvent en France et ensuite ils sont embauchés aux États-Unis. Je ne cache pas que j'ai eu des propositions à l'étranger, donc j'aurais pu déjà partir depuis quelques années, donc développer mes recherches à l'étranger. Je ne dis pas que le contexte français est facile, puisque il y a un manque de financement avéré pour les travaux de recherche, ça c'est une réalité. En revanche, il y a aussi des avantages. Moi, ce qui me plaît beaucoup en France et en Europe, c'est l'éthique. Qui est derrière tous ces programmes d'écologie. La réglementation REACH, c'est peut-être obscur, c'est une réglementation européenne de la chimie qui réglemente sans arrêt de plus en plus de produits chimiques qui sont dangereux pour l'homme et l'environnement, est unique en Europe.
Alors, c'est une contrainte, beaucoup vont la prendre comme une contrainte réglementaire, mais c'est aussi un levier d'innovation. Elle oblige le chercheur et l'industrie à avancer, à progresser. C'est un effet bénéfique que je ne vois pas du tout aux États-Unis ou évidemment en Chine. Les problèmes du glyphosate, 2 mots. Oui, le glyphosate, je veux dire, quand on est chimiste de la nature et du vivant, on n'est pas forcément étonné que cette molécule soit problématique. La conception même de cette molécule nous expose à des effets secondaires. Je pense que c'était assez facile à anticiper. Donc, c'est typiquement une molécule que je ne soutiens pas. Je préfère m'inspirer de la nature. C'est une leçon permanente. L'homme croit toujours qu'il va faire mieux que la nature. Il a conçu le glyphosate. Quand on regarde comment les plantes se défendent, ça, je veux dire, ça a beaucoup plus de sens. Et les plantes arrivent à se défendre contre le glyphosate? Pas contre le glyphosate, mais contre, je vais dire, certains prédateurs, des insectes, je veux dire, des herbivores. Il y a un certain nombre de plantes qui ont développé des scénarios extrêmement fins pour se protéger et qui sont beaucoup mieux conçus qu'une petite molécule aussi simple que le glyphosate. À terme, faut-il l'interdire? Oui, je pense que ça fait l'épreuve de sa toxicité, mais l'interdire, ça n'est pas concevoir très vite derrière une molécule qui sera bâtie sur, je veux dire, la même conception. Voilà. Il faut absolument réfléchir à d'autres solutions qui ont beaucoup plus de sens, dont le premier objectif n'est pas une action rapide et économiquement rentable, mais réfléchir sur le long terme à son mode d'action et aux conséquences que ça peut avoir. Et sur quel cours d'eau intervenez-vous et sur quel souhaiteriez-vous intervenir? Alors, je travaille beaucoup dans toute la vallée de l'Hérault et du Gardon, en collaboration étroite avec les organismes territoriaux de ces régions, les syndicats mixtes qui s'occupent de la gestion des bassins versants, de nos rivières, la Compagnie nationale du Rhône qui s'occupe du Rhône et de tous ses affluents. Donc, on travaille de façon très étroite et de façon extrêmement constructive pour aller dans le même sens. Progresser en fait dans la gestion contrôlée de ces espèces envahissantes qui sont une véritable catastrophe pour les systèmes aquatiques, qui les étouffent complètement, pour nos zones humides qui sont si précieuses avec les températures qu'on connaît, qui servent de zone tampon pour absorber donc l'excédent de chaleur. Donc ce sont des programmes clés, peut-être encore méconnus compte tenu des conséquences du développement de ces plantes envahissantes. Donc vous avez eu ce prix-là très important, européen, sur l'écologie. Est-ce que vous avez l'impression d'être bien reconnu dans votre pays? Alors, je ne vais pas parler sur le plan personnel parce que tout ça n'a pas trop d'intérêt, c'est surtout sur le plan de la démarche. Sur le plan de la démarche? Oui, donc sur le plan de la démarche, c'est une très très belle... c'est un honneur pour moi que ces efforts et cette approche complètement écologique, basée sur la nature, qu'on arrive à valoriser économiquement, soient reconnus par l'Office européen des brevets. C'était même complètement inattendu, j'y croyais même pas. Et quand j'ai entendu mon nom, j'ai eu du mal à réagir parce que j'y croyais pas. Donc pour moi, c'est une très belle nouvelle, c'est un premier encouragement. Il y avait combien de projets qui étaient présentés? Alors en fait, c'est l'Office européen des brevets qui gère en fait tout ce panel, je veux dire, de sélection de brevets, de nomination, puis à la fin de sélection au niveau de la finale. Donc il y a eu, je ne sais pas exactement, mais il y a eu plusieurs centaines de brevets qui ont été sélectionnés. Puis après, il y a eu 13 nominés dans donc des sections différentes, recherche, industrie. Et puis, en recherche, nous étions 3 à la fin. Donc j'ai eu la chance d'être choisie tout à la fin, d'être nommée à ce prix, en compétition avec des projets plus classiques. Donc c'est formidable, mais ça n'est qu'un début. Il y a encore plein d'obstacles à lever, plein de verrous devant nous. Il reste tout à créer. On est les premiers à créer une activité économique sur la base de cette approche. Donc c'est toujours pour les premiers que c'est le plus difficile. Évidemment, si on réussit, on donnera envie à d'autres de faire pareil. Mais c'est quand même une solution tellement novatrice qu'il y a encore évidemment plein de difficultés à surmonter. Est-ce qu'il y a beaucoup de savoir-faire à Montpellier dans l'écologie oui. et dans la recherche? Oui, complètement. L'écologie est un pôle fort de l'Université de Montpellier. Vous avez certainement entendu parler du site d'excellence Muse, Montpellier Université Excellence, dont un des piliers qui a permis à l'université d'être classée excellence, c'est clairement l'écologie, qui est classée
en tête du classement international en fait, de toutes les sections recherche et universités internationales. Donc soit première position, soit seconde position, de façon alternée chaque année. Mais l'écologie est un pôle très très fort au niveau de la recherche montpelliéraine. Avec quoi comme application? Alors, Par exemple? oui, eh ben, on est très clairement l'exemple des applications qu'on recherche. C'est pas toujours évident dans le domaine de l'écologie scientifique d'avoir une action, je vais dire, directe au niveau de la société. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été reproché pendant des années. Que devient cette recherche en écologie? Bien sûr, elle a toujours apporté des tas de connaissances nouvelles, mais on a fait un effort considérable, en particulier en interne au niveau de notre laboratoire, pour qu'il ne s'agisse pas que de connaissances ou de réflexion, que ça se transforme vraiment en piste d'action jusqu'à la création d'activités économiques. Donc ça, c'est tout nouveau. Et par exemple, des exemples comme vous, Oui. sur quel sujet? Ben, il n'y en a pas forcément beaucoup, parce que vous voyez, Vous êtes posez la unique, question. alors. Oh, je ne dis pas que je suis unique, je n'aurais pas cette prétention. Mais là, spontanément, Mais je si, ne mais trouve pas des exemples. Ouais. vous avez créé 2 applications très pratiques, en fait, à partir de chimie, et voilà, qui touchent les gens presque dans leur quotidien. Voilà. La dépollution des métaux et les moustiques tigres. Oui, alors voilà, on a eu de très beaux résultats en écologie scientifique qu'on développe à l'échelle industrielle, mais ce qui est plus abstrait, mais qui me semble très important, c'est d'expliquer que ça a nourri une nouvelle chimie. Alors la chimie est très décriée pour ses activités polluantes, ce que je peux tout à fait comprendre et admettre, et justement, on a voulu montrer qu'une autre chimie était possible. Une chimie basée sur ces solutions écologiques, qu'elle allait les valoriser, mais qui va trouver un modèle économique basé exclusivement sur l'exploitation de ressources végétales abondantes et non problématiques pour l'environnement. Et on œuvre chaque jour pour montrer qu'on peut préparer la pétrochimie, qu'on peut se passer d'un certain nombre de ces produits de synthèse qui sont tant décriés. Donc, à nous de montrer que c'est possible et que c'est viable économiquement. On va pouvoir se passer des plastiques qui polluent tant? Ah ben, on l'espère bien, ça fait partie des enjeux. On est en train justement de s'intéresser à la préparation à grande échelle, en fait, de la matière première qui permettra de faire des plastiques biodégradables et non critiquables en termes d'empreinte environnementale. On y travaille beaucoup. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.